avec HASO Ambali qui est extrêmement ponctuel. Bonjour HASO. Très rapidement, qui est HASO? Bien, HASO, c'est la fondatrice de La Diaspora Chuchote, qui est un média afro-belge d'actualité, corrige-moi si je me trompe. HASO, c'est une dame de radio qui s'est modernisée avec les temps qui sont les nôtres et qui va donc nous parler de podcast, mais aussi de la logique de radio, parce que finalement le podcast c'est la version web, je suppose, de la radio, qui va surtout nous expliquer, et c'est peut-être pour ça que vous êtes si nombreux à être ponctuels aujourd'hui, qui va aussi nous expliquer l'impact du podcast sur une entreprise, votre entreprise, notre entreprise, les entreprises de manière générale. Je te donne la parole, HASO, qui es-tu? Eh bien, tout d'abord, merci Laetitia et merci à l'équipe de Kinshasa de m'inviter pour clôturer cette première saison. C'est vraiment un honneur, donc je suis pleine de gratitude. Alors, non, mais c'est vrai, donc il faut l'exprimer. Qui suis-je? Eh bien, je suis une jeune congolaise naturalisée belge qui évolue à Bruxelles, passionnée de radio, passionnée de médias. Et voilà, et j'ai donc un parcours dans le monde radiophonique depuis déjà quelques années. Je dirais pas quoi, quand même plus de 10 ans. Ah, attention. J'entends que le son ne va pas très bien. Ah, mon son? Est-ce que c'est HASO que vous n'entendez pas très bien? Alors, ou est-ce que c'est moi que vous n'entendez pas très bien? Je me rapproche ou je parle plus fort? Là, ça me paraît mieux, ouais. Ben, dites-moi si je dois encore me rapprocher ou parler plus fort et je peux hurler. Ouais, dites-le dans les commentaires, quoi. Ah, on voit que tu es une femme exceptionnelle, donc il y en a d'autres qui le savent, déjà. Ah, ok. Bah, Sarah dit que ça va. Ok. À mon avis, c'est à Kin que ça passe pas. De Kiss, tant pis, c'est à cause de Kin. Bon, on va de toute façon parler très fort, donc désolé, on t'a interrompu, du coup. Qui es-tu et quel est ton parcours, HASO? Donc voilà, comme je disais, je suis une jeune Congolo-belge qui vit à Bruxelles et qui évolue dans le monde de la radio depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et il y a 6 ans, j'ai initié La Diaspora Chuchote, donc qui était d'abord un dossier de l'émission Sous la Palabre sur Radio Campus et qui est devenu depuis 2 ans une émission à part entière avec son créneau horaire, toujours sur Radio Campus. Ok, nickel. Et comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la radio de manière générale? Alors, c'était un peu par hasard. Donc, je suis arrivée à Bruxelles, j'ai rencontré un des animateurs de Sous la Palabre. Il m'a intégrée à l'équipe et puis j'ai commencé par faire des petites recettes de cuisine. Et ça m'a appris à définir un sujet, la manière de l'aborder en radio, la manière d'être pertinente, etc. Et puis, au fur et à mesure, on m'a donné plus de responsabilités, on m'a permis de faire des dossiers. Donc, une fois par mois, un dossier d'1 heure, avec une thématique de mon choix, mais toujours avec des invités pertinents, de la cohérence, qu'est-ce qu'on apporte au public. Et puis, de fil en aiguille, ouais, ça m'a passionnée, quoi. C'est vraiment comme une drogue, hein. Une fois qu'on commence la radio, c'est vraiment un média très particulier. Très, très particulier. Et toutes celles et tous ceux qui sont passés en tout cas par le média radio s'accrochent très fort à ça. Ça permet beaucoup de liberté en fait. Et pourquoi le média radio plutôt que le média télé en fait? Qu'est-ce que tu préfères dans la radio? Je préfère quoi? Il y a plus de liberté déjà. Le fait qu'on ne nous voit pas, les gens s'attardent sur ce qu'on dit. Okay. Sur ce qu'on transmet en termes de contenu, en termes d'émotion. Donc la voix, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus puissante que l'image, parce que l'image, on est là, on regarde, on peut se laisser distraire. S'il y a quelque chose qui passe derrière moi, les gens vont être distraits. Alors que la radio, on se concentre vraiment sur ce que la personne veut faire passer comme message. Et puis, ça va beaucoup plus loin. En fait, je trouve la radio, on peut écouter la radio en fond sonore toute la journée. On peut écouter la radio dans sa voiture, on peut mettre son casque, on va courir, on écoute la radio, alors que l'image a ce côté contextuel. Le soir, on se met devant la télé. Le matin ou dans les transports, on peut vite regarder une vidéo. Et puis, il y a un moment de regarder la télé et c'est pas pareil pour moi. Ouais. Et le fait que maintenant, on regarde la télé, mais tout en regardant son téléphone,
C'est un peu comme si on écoutait la radio finalement. Non, parce que la télé, ça reste de la télé. La télé n'est pas faite du tout pour qu'on puisse faire autre chose normalement. La télé est tellement bien faite pour nous captiver en fait. Mais maintenant, ça ne marche plus, évidemment. Ça ne marche plus. Oui, ce n'est pas suffisamment intéressant non plus. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, avant Sous l'arbre à palabres, avant la diaspora chuchote, avant tout ça, il me semble que tu faisais d'autres choses en tant que femme bruxelloise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'avant radio? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, en fait, je suis arrivée à Bruxelles donc, vers 19 ans. Avant ça, j'habitais en Wallonie, du côté de Profonville, s'il y a des gens qui connaissent. Et mon parcours, en secondaire latin-maths, comme tous les parents africains qui veulent que leurs enfants fassent du latin et des maths. Et puis après, j'ai commencé une année de médecine à Namur que j'ai pas du tout gérée. Et après, je suis partie vers la communication, gestion de communication. Et je me suis tournée ensuite vers le bien-être. Donc j'ai ouvert un institut de bien-être que j'ai tenu pendant 3 ans, il y a Ingo, et puis que j'ai fermé parce que la gestion justement en entreprise c'est quelque chose que je gérais pas. Le savoir-faire était là, mais la gestion n'y était pas du tout. Mais tu étais toute seule? Tu étais toute seule à porter ce projet? Oui. C'est dur, ouais. On peut pas tout avoir, quoi. Non, c'est clair. Mais si je devais le refaire, je le ferais autrement et je pense que ça marcherait cette fois-ci. Ouais. Ah, c'est clair, hein, on évolue tous et qu'est-ce que tu ferais autrement? Qu'est-ce que tu ferais autrement? La gestion, tout simplement. La gestion et la communication, justement. La communication de ce que je proposais comme service et produit. Parce que je pensais qu'avoir le savoir-faire, aimer, parce que je faisais de la massothérapie principalement. Donc je pensais que le simple fait de savoir masser les gens et d'aimer le faire suffirait à ce qu'ils soient tellement émerveillés et qu'ils reviennent et qu'ils en parlent partout, alors que c'est pas vrai du tout. Il faut matraquer. Il faut matraquer, il faut assurer des fichiers de fidélisation et tout ça, pour moi c'était un peu inconnu, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et est-ce qu'à l'époque tu avais déjà un podcast ou pas du tout? Non, pas du tout. À l'époque, je faisais toujours de la radio en parallèle, mais pas de podcast du tout. Ça me traversait même pas l'esprit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais nous interrompre 2 secondes pour vous dire que si vous avez une question, il y en a déjà une qui a été posée maintenant, donc on va y revenir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires le plus rapidement possible, comme ça je pourrai les poser à HASO. Entre-temps, moi j'ai mes propres questions. J'ai perdu le fil, ce n'est pas grave. Tu me donnes le track. Donc on disait que pas de podcast pour mon premier institut parce que j'y pensais pas et que pour moi, déjà je connaissais même pas les podcasts. Je connaissais la radio et pas le podcast et je voyais pas trop le lien entre une entreprise de bien-être et du podcast. Maintenant je vois le lien, mais avant pas. Et tu vas nous expliquer le lien. Mais entre-temps, tu es né en fait à Kinshasa ou tu es né en Belgique? Enfin, en RDC. Ou en Belgique? Je suis née en RDC, je suis née à Kisangani, donc au nord. Big up à toutes les personnes qui sont nées à Kisangani. J'ai débarqué à Kinshasa vers 2 ans, et puis à 4 ans, j'ai quitté Kinshasa pour la Belgique. Et plus jamais retourné depuis? Oui, je suis retournée le voyage à 18 ans quand les parents veulent te montrer c'est quoi la vie et d'où tu viens et t'as de la chance d'être ici. Donc, à 18 ans, j'ai passé 2 mois et puis l'année d'après je suis retournée, j'étais à Kisangani cette fois-là 2 mois et puis après je suis retournée encore 2 fois et puis en 2016 donc j'ai été avec mon fils pour qu'il découvre aussi Kinshasa et Kisangani. Et qu'il sache qu'il a de la chance d'être en Belgique ou c'était un autre... qu'il sache qu'il a une terre là-bas, qu'il a de la famille là-bas, que c'est pas la misère comme ça du monde veut nous montrer dans les services de métro et que voilà, qu'un jour on risque bientôt même de retourner définitivement au pays, quoi. Donc, oui, comme chacun d'entre nous. Ouais. Ok. De manière générale, je suppose que chacun le remarque, tu es une des rares femmes de radio, en particulier dans la communauté. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait si peu de femmes dans la communauté
africaine en radio? Alors, moi, je l'explique par rapport à l'expérience que j'ai eue. Donc, dans l'émission Sur la Valable où j'ai commencé, la majorité des animateurs sont des hommes. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule femme. Il y a eu des femmes avant moi, il y en a eu après. Et pendant que j'étais dans l'équipe, j'ai essayé de ramener des femmes. Et elles ont fait une saison au moins, puis après elles ont fait pour diverses raisons. Et les principales raisons évoquées, c'est souvent la vie familiale, voire tout simplement conjugale. Donc il faut savoir que l'émission est hebdomadaire, elle est de 14h à 17h30, en tout cas pour Sous l'arbre à palabre. Et évidemment, il faut être là pendant toute l'émission. Donc ça veut dire qu'on arrive au moins 30 minutes avant et on part au moins 30 minutes après. Sauf quand il y a des anniversaires, des fêtes, des débriefings. Bah oui, c'est une équipe, quoi, oui, oui. C'est ça. Et donc, ça prend une journée. Et puis, entre-temps, il faut compter la préparation. Donc, choisir les invités, rédiger, rechercher des informations pertinentes, cohérentes. Et ça fait que ça prend beaucoup de temps. Donc, pour peu qu'on ait un compagnon qui ne comprenne pas la démarche, ou pour peu qu'on ait une famille, des enfants, et on sait que c'est toujours la mère qui porte la charge de l'organisation familiale, en tout cas la plupart du temps, eh bien, il est difficile de s'accorder une après-midi par semaine de off, en fait, de ce système. En plus, c'est le dimanche, donc le lundi, il faut que tout ça prenne. Enfin, c'était ça. Et donc, je pense que ce sont les principales raisons qui font que, en tout cas dans la communauté, il est rare de voir des femmes mener des émissions radio avec longévité. Et est-ce que c'est aussi la même chose de manière générale pour les femmes, ou bien c'est vraiment très localisé pour les femmes d'ascendance africaine, en tout cas en Belgique? Je pense que c'est pour les femmes, hein, même les femmes journalistes dans le mainstream. Quand elles font carrière, c'est parce que réellement, derrière, elles ont soit une bonne nounou, une bonne femme de ménage, soit elles ont un compagnon très, très ouvert d'esprit qui, je vais dire le mot, qui accepte qu'elle puisse mener sa carrière jusqu'au bout. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Et les femmes journalistes ont aussi beaucoup de difficultés. Quand l'enfant arrive ou quand il faut s'occuper de l'enfant, c'est la femme qui dit « Ok, aujourd'hui, je ne travaille pas » ou qui prend un tiers-temps ou un mi-temps. Donc, c'est comme dans tous les métiers, mais je dirais que dans le monde média, étant donné que pour progresser, il faut être vu, il faut prouver qu'on a une bonne plume ou qu'on a un impact dans les émissions, il faut être encore plus disponible. Et donc, du coup, quand on n'a pas toute la latitude, on ne peut pas faire long feu, on ne peut pas aller au niveau où on veut aller. Alors, je vais directement passer à toutes les questions qui sont posées. Là, je crois que ça chauffe dans les commentaires. Je vais d'abord en lire un. Je dirais encore plus pour nous, femmes noires, car beaucoup sont précarisées et dans des boulots prenants de care. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Moi ou Sarah? Toi, Sarah, je ne pense pas qu'elle m'entend en direct, mais si tu peux élaborer, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est plus nuancé? Non, je pense que Sarah a raison. D'ailleurs, je salue Sarah qui est une grande militante au sein de la communauté. Et oui, parce que souvent, on a des métiers beaucoup dans le care. Ça, c'est d'ailleurs big up à toutes les infirmières et soignantes, femmes de ménage qui sont pour l'instant au front aussi dans les hôpitaux et on ne les mentionne pas assez. On est beaucoup dans ces métiers-là. Donc, prendre soin des autres, veiller sur les autres, veiller à ce que les autres soient bien. Et on s'oublie. Donc déjà, notre parole à nous, en tant que femmes noires, souvent, elle est étouffée. Et puis, en s'oubliant, et on prend toujours au service des autres, on ne se rend pas compte non plus de notre propre valeur. Et pour faire du média, il faut peut-être développer une certaine confiance. Ouais, tout à fait. Pour être sûr que la parole qu'on donne, on a confiance en cette parole, parce qu'on essaiera toujours de... Et ça fait partie du jeu, du média, de contrecarrer, de débattre. Donc, il faut avoir une espèce d'assurance qu'on ne développe pas spécialement en tant que femme noire. Parce qu'on a plus d'opportunités, en fait, depuis le plus bas âge. Moi, par exemple, je suis l'aînée. Eh bien, je suis la petite maman de mes frères et sœurs. Et jusqu'aujourd'hui, donc demain, si ma sœur, elle m'appelle, j'arrête tout et j'y vais. Mais on est éduqués comme ça. Comme ça, oui. Et donc, avec le temps, on ne se mettra pas facilement en avant. On ne va pas spécialement avoir confiance dans ce qu'on dit parce qu'on est des femmes et que, voilà, il y a toujours ce côté un peu patriarcal, autorité du père et tout. Donc, ça demande aussi un travail de déconstruction. Et la conséquence, c'est qu'on ne voit pas non plus beaucoup dans les milieux un peu plus visibles. Oui. Oui, tout à fait.
Ouais, non, je comprends. Il y a donc les questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont posé les questions. On va pas faire de favoritisme. J'ai de toute façon pas les noms. Mais une question. Est-ce que le podcast est vulgarisé dans le paysage des entrepreneurs de la diaspora? Pas encore. Ou est-ce que pas du tout? Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Parce qu'on est une diaspora très visuelle. Très visuelle, on aime beaucoup la vidéo, on aime beaucoup, déjà on a ça en nous, la vidéo, se montrer, le paraître. Il y a des gens qui ont des vrais discours, mais il faut qu'ils se mettent devant un smartphone pour faire un live pour le dire. Alors que peut-être on n'a pas le temps de regarder tout de suite et après on sait qu'on ne viendra pas regarder. Alors que s'il faisait un podcast, on sait que, il y a ce podcast qui sort X fois par semaine, par mois ou par année, et je vais aller le regarder, je vais apprendre. On n'a pas encore cette culture-là. Mais je pense que c'est lié aussi au pont qu'on veut faire avec le continent. Sur le continent, je sais qu'on n'est pas podcast du tout. On est très vidéo. Vidéo. Ah oui. Vidéo. Et oui, vidéo. Tout est dans l'image et le son n'est pas encore valorisé. Pourtant, les gens qui ont peu de moyens ou les gens un peu plus âgés sont toujours avec leur radio. Alors, c'est pas radio sur Internet, mais c'est une radio. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez paradoxal. Pas sur Internet, malheureusement. Ouais, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, une autre question. Oui. Une autre question ici, on a pourquoi avoir choisi le podcast et pas YouTube? Pour les mêmes raisons, parce que, je vais entrer un peu en mode confession, parce que je n'aime pas, moi personnellement, je n'aime pas me montrer à la caméra. Je trouve que, pas que ça n'a pas de sens, mais c'est pas nécessaire pour faire passer un message d'être vu. Et donc, en ce sens, la radio, pour moi, c'était vraiment une aubaine. C'était vraiment une aubaine et pour moi, c'est un média parfait. Et YouTube, c'est aussi de l'image. On peut mettre des podcasts sur YouTube, mais ça n'aura jamais le même impact, même en termes d'algorithme, qu'une vidéo. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la radio et le podcast plutôt que YouTube. Alors, pourquoi devrais-je utiliser le podcast plutôt que YouTube pour la com de mon business? On va arriver au fond des questions, hein, donc si tu veux y répondre plus tard, tu peux. Non, sauf si tu veux y répondre maintenant. Ok, je t'en prie. Maintenant, déjà, ça dépend de quel type de business c'est. Si effectivement c'est un business où il faut voir, je sais pas moi, de la mode, du lifestyle, quelque chose de très visuel comme les filles qui font les tutos pour les cheveux ou des tutos make-up, là alors oui, YouTube c'est très pertinent et c'est même nécessaire parce que le podcast ne serait pas cohérent. Mais si c'est pour vendre un produit dont l'histoire peut être racontée et en étant racontée, permettre aux gens de se sentir dans le besoin de ce produit, pourquoi ne pas faire des podcasts? En fait, et puis ça permet de libérer l'imagination. Je ne sais pas quel est le type de business, mais si la personne peut préciser, ce serait bien. Alors, qui a posé cette question? Est-ce que c'est Dokis ou Philippe Kaiser ou en tout cas, si vous êtes là, n'hésitez pas à profiter de la suite du live pour préciser de quel business il s'agit. Évidemment, je suppose qu'aucun de vous ne fait du business de maquillage, auquel cas, évidemment, la vidéo est indispensable. Mais quoique, il y a peut-être des histoires à raconter dessus aussi. Alors, une autre question, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer autant d'activités? Donc, il y a quelqu'un qui a l'impression que tu as beaucoup d'activités différentes. Qu'est-ce qui t'a poussé à en commencer autant? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à en commencer autant? C'est juste la passion, parce que je suis très passionnée. Donc, dès que j'ai une idée, j'ai besoin de voir comment je peux la concrétiser. Mais après, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de m'éparpiller et de ne pas aller au bout des choses. Donc ça, c'est, on va dire, le mal pour le bien ou le bien pour le mal. Mais je pense aussi que c'est en essayant qu'on peut trouver. J'estime pas du tout que je suis arrivée là où je veux être ou là où je devrais être ou là où j'aimerais être. Et je me dis que c'est en essayant différentes choses, différentes possibilités, que je vais voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui me correspond moins, là où je performe, là où je performe pas. Et puis surtout, pourquoi est-ce que j'entreprends ces choses? Parce que je suis seule à les faire. Je n'ai pas une équipe derrière qui m'aide à dire voilà, moi je vais filmer, je vais faire le montage, donc toi tu peux te concentrer sur le son, non. Et donc on a l'impression en fait que je suis un peu partout, couteau suisse, je fais et les voix, et le tournage, et le montage, parce que j'ai pas d'équipe
derrière moi pour le faire, donc j'ai l'impression d'être un peu comme ça partout, mais c'est quand même réfléchi, hein, tout ça. Ouais. Je n'en doute pas. C'est très réfléchi. Je t'en prie. Pas de Covid, hein, pas de Covid chez nous. Non, ça se transmet par téléphone aussi? Ah, j'espère que non, en tout cas pas pendant le live. Non, mais ça me dérange pas de mourir parce que j'aurais discuté avec la diaspora chuchote. Bref, enfin, c'est pas drôle en fait. Notre auditeur qui a posé la question sur le média, est-ce que c'est mieux YouTube ou un podcast, précise que c'est un business dans le conseil. Alors, ce sera peut-être l'occasion de préciser qu'est-ce qu'un podcast et en quoi est-ce qu'un podcast peut servir un business. Ok, alors, pour moi, donc je ne suis pas l'Académie française, pour moi, un podcast, c'est juste un audio qui parle d'un sujet bien précis à destination d'un public aussi bien précis, parce que les podcasts sont quand même assez ciblés en termes de sujet de public, de manière informative. Après, le ton peut être drôle, très formel ou très corporate, mais il y a toujours un objectif d'information derrière. Donc, pour moi, c'est ça un podcast, basiquement. Ok. Et en quoi est-ce que le podcast peut aider un business, en fait? À quoi sert le podcast dans un business? Eh bien, le podcast dans un business sert déjà à cibler son public de consommateurs et à l'élargir. Donc, je m'explique. Si, par exemple, je vois Odine Cosmétique qui est là, qui vend des cosmétiques que j'ai vus d'ailleurs dans les interviews, si elle décidait aujourd'hui de faire un podcast, elle pourrait faire un podcast, par exemple, sur toutes ces polémiques autour du cheveu, entre autres. Donc, le cheveu afro, l'amour des cheveux ou le désamour des cheveux de la part des femmes noires et même des hommes noirs. Donc, faire un podcast comme ça qui va intéresser en fait beaucoup de gens, parce qu'on en parle tous, ça va être des femmes noires, aux mamans qui ont des enfants métis, aux femmes métisses, etc. Et puis de là, raconter des petites histoires, sans pour autant citer sa marque dedans, mais raconter en fait des petites histoires. Comment j'ai appris à allumer mes cheveux, comment j'ai appris à coiffer les cheveux de ma fille, c'est quoi l'histoire du cheveu, pourquoi est-ce que le cheveu est politique, est social, est économique et écologique. Et en fait, ça crée une communauté, et puis tout à coup, on peut se dire « Ah, mais tiens, mais c'est trop intéressant ce qu'elle dit » et on voit en fait qu'elle a autre chose à nous vendre que juste un produit à mettre matin et soir avec un gainage hydratant et un foulard de soie pour dormir. Et donc là, on se dit qu'en fait, il y a une passion derrière, on a envie d'en savoir plus et d'acheter son produit parce que finalement, il nous raconte une histoire, il nous vend du rêve et il nous informe sur des choses, sur des dimensions qu'on n'aurait peut-être pas pris en compte. Ok. Ouais. Et est-ce que, bon, comme Kaiser Philippe nous le dit dans les commentaires, il pense que le podcast n'est pas le bon choix pour un public congolais. C'est peut-être un bon choix pour le public européen. Est-ce que tu as déjà essayé un podcast pour le public congolais et qui n'a absolument pas adhéré ou c'est un postulat? Non, moi je pense que son postulat est bon parce que au pays, les gens ils sont sur des smartphones, mais pour de la vidéo. Beaucoup pour de la vidéo. Comme on le disait, l'audio il passe par la radio. Il passe par la radio chez nos aînés qui n'ont pas spécialement de smartphone ou qui n'ont pas spécialement l'utilisation des smartphones. Et donc les jeunes, ils sont plus sur Facebook beaucoup. Des moyens alternatifs aussi comme... c'est pas WhatsApp, mais c'est une alternative de WhatsApp. Et pas beaucoup d'audio en fait. Et même les télés chez nous, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est du visuel, c'est de l'image. L'audio n'est pas valorisé encore, en tout cas au Congo. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de contenu de qualité en audio? Non, je pense que c'est une éducation. C'est une éducation à faire parce qu'on a tous des smartphones, rien ne nous empêche de télécharger une application, en tout cas au Congo même, et d'écouter des podcasts. C'est une éducation à faire de la population. Je pense que c'est juste ça. Même ici, par exemple en Belgique, on n'est pas encore éduqué au podcast comme en France, qui ne l'est pas encore. Oui, tout à fait. Fini, par exemple. Et donc ça vient petit à petit, comme le Covid. Ok. Comme le Covid. Justement, on allait parler du Covid. Est-ce que le Covid a eu un impact sur toi, sur tes activités professionnelles et en particulier sur ton activité au sein de la diaspora chuchote?
Oui, alors, donc quand on a annoncé le confinement, eh bien, on n'a plus accès au studio. Donc l'émission ne se fait plus en studio depuis 2 mois déjà. Là, on a réouvert, mais sous certaines conditions. Et donc, déjà de un, on se sent un peu démunis parce qu'on se dit, ok, en fait, j'ai misé là-dessus pour ma notoriété et j'ai plus accès à ça, je fais quoi? Et puis on dit qu'on va arrêter, qu'on va partir, faire une autre vie, mais en fait on peut pas. Et donc c'est là qu'on découvre les plateformes de podcasting pour faire des lives via Facebook. Et on se rend compte qu'il y a 1000 possibilités, qu'on peut avoir des personnes qu'on n'aurait jamais eues avant parce qu'elles sont en France, parce qu'elles sont au Burkina, justement. Dimanche, je reçois une femme du Burkina. Et que ça ouvre un nouveau monde de communication. Donc en ce sens, oui, ça m'a permis d'ouvrir des horizons. Donc finalement, grâce au Covid, la Diaspora Chuchote s'est réinventée et est passée au podcast, ou bien déjà avant tu avais cette intention de faire du podcast avant le Covid? Oui, avant j'avais l'intention, mais pas le temps. Et j'avais l'intention, mais pas l'audace. Et puis là, j'ai de l'espace mental, j'ai de l'espace-temps, j'ai de l'énergie pour le faire et je le fais, j'ai commencé. Ok. Et donc, concrètement, comment on gagne de l'argent avec le podcast? Quels sont les modèles économiques derrière le fait d'avoir un podcast si une personne décidait d'en faire son activité principale, comme par exemple toi? Alors, si on veut faire de l'argent avec le podcast, il faut avoir un sujet, je pense, pertinent. Il y a toujours la pertinence qui revient, mais je crois que c'est important d'avoir un sujet pertinent. Et autour de ce sujet, chercher la cible qui va être intéressée. Et autour de cette cible, voir les marques qui sont intéressées par cette cible. Ok. C'est pas le public qui va payer le podcast, c'est plutôt les marques ou les personnes, les parties prenantes qui seront intéressées par le contenu, qui peuvent donner de l'argent ou financer pour être soit mentionnées dans le podcast, soit à un moment donné apparaître dans le podcast d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça, c'est une façon de faire. Et puis, il y a aussi des plateformes de participation collective comme Litchi et tout ça, où les gens peuvent ponctuellement donner ce qu'ils veulent parce qu'ils aiment le podcast, parce qu'ils trouvent que c'est pertinent, parce que ça leur plaît, parce qu'ils veulent soutenir l'initiative du podcasteur ou de la podcasteuse. Et ça, c'est possible aussi. Mais sincèrement, je pense qu'on ne gagne pas encore sa vie avec le podcast. En tout cas, en Belgique, en France, ça commence. En Belgique, il y a une plateforme qui commence à financer. Et pourquoi il faut être pertinent et avoir un sujet de dingue ou avoir une façon de le présenter de dingue? Parce qu'il y a des plateformes qui peuvent commander du podcast. Et donc là, elles te payent pour que tu leur fasses le podcast qu'elles vont diffuser, elles, sur leur plateforme, comme Binge le fait en France. Et là, elles te payent pour ça et c'est ton métier, quoi, comme n'importe quel autre journaliste pour n'importe quel autre média. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu as d'autres activités que le podcast pour continuer à vivre? Oui, je fais de la communication. Je fais de la communication. Ok. Avec les ASBL, beaucoup d'ASBL ici à Bruxelles, afro, principalement, je dirais exclusivement des ASBL afro. Oui. De la vidéo aussi pour la Diaspora Chuchote, soit pour des événements extérieurs, soit pour des projets, aussi souvent afro, associatifs, militants, et puis pour les personnes qui viennent promouvoir leurs entreprises au sein de la Diaspora Chuchote. Ouais. Ok. Et donc, de manière générale, quand on a un podcast, on ne va pas gagner de l'argent a priori, sauf selon les business models que tu as présentés, du seul fait de faire un podcast, mais le podcast en lui-même peut générer de l'argent pour l'entreprise, c'est ça? Comme un blog, en fait. Ah oui, si, il peut générer de l'argent, bien sûr. C'est comme on fait pour les blogs, les livres blancs et tout ça, ou alors les articles de blog, 5 raisons de regarder la Diaspora Chuchote, et bim, après on rajoute un petit lien qui ramène en ce sens-là, oui, je pense que c'est un outil qui génère et qui peut générer beaucoup plus d'argent que la communication classique, de mettre son logo partout, de faire des campagnes pubs sur Facebook, etc. Oui. Parce qu'en fait, on consolide une communauté qui se sent écoutée, comprise presque de manière individuelle. Et une fois qu'on gagne cette confiance-là, je pense que c'est tout bénef. Hein, oui, c'est un outil hyper puissant. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est
c'est plus puissant que la publicité actuelle, puisque la publicité actuelle, quand même, les gens sont convaincus de son intérêt, qu'elle soit en ligne ou ailleurs. En particulier au Congo, ils aiment bien les bâches. Donc, certains commencent à aimer les pins et à avoir compris l'intérêt des pins et des goodies qui sont beaucoup plus puissants. Mais et je vais pas te demander si le podcast est plus puissant que les pins. Je ne veux pas de ce genre de battle. Ah, voilà, c'est complémentaire, on va dire. Mais qu'est-ce qui te fait penser que le podcast est plus puissant que la publicité actuelle, on va dire presque traditionnelle, en ligne ou hors ligne? Eh bien, je pense que le grand pouvoir du podcast, c'est qu'on a le choix. On a le choix du sujet, on a le choix du moment d'écoute, on a le choix du partage ou pas, et on a le choix de l'espace d'écoute. Alors que la publicité classique, elle nous matraque. Elle nous matraque, qu'on veuille ou pas. Donc, on passe dans la rue, on voit une meuf en string pour vendre du lait. On n'a pas besoin de voir ça, et on ne veut pas le voir, en fait. On passe à côté, on voit un enfant qui a un gros ventre noir avec la mort jusque-là pour vendre des vaccins à Haïti. On ne veut pas voir ça. Alors que le podcast, on peut choisir quand on l'écoute. On peut choisir si on l'écoute en entier ou si on continue à l'écouter après. On peut choisir les thématiques qui nous plaisent. Et en fait, on reste maître de ce qu'on met dans nos oreilles, dans notre esprit. Et après, on a encore le choix de pousser la réflexion, de pousser la recherche, savoir qui fait ce podcast. Pourquoi, etc. Comment est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est une entreprise? Et donc cette liberté-là, je pense qu'elle manque à beaucoup et elle est précieuse. Et c'est ce qui fait que le podcast est bien utilisé, je pense même pour les grandes firmes, les très très grandes firmes. Si elles décidaient de faire du podcast pour amener encore plus de gens, pour gagner encore plus d'argent, ça marcherait aussi très bien. Par exemple, si Coca-Cola demain fait juste des petits podcasts de partage de famille en confinement, oui, on a joué aux jeux de société, on a fait ceci, c'était trop chouette, j'ai fait un gâteau avec maman, tous les gens vont être hyper attendris et ils vont penser qu'en buvant du coca, ils vont vivre ce moment-là, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Mais juste le fait de l'entendre et l'émotion qui va avec et tout, ouais. Ok, donc ça a vraiment un impact. Est-ce que ce serait à cause du qu'on appelle de permission marketing, c'est-à-dire que les gens nous ont donné la permission de leur pousser des messages, et ce n'est que parce qu'ils nous ont donné préalablement la permission qu'ils nous écoutent beaucoup plus. Donc, si le podcast, je suppose qu'on doit s'inscrire à un podcast pour l'écouter, et donc pas toujours, même pas. En fait, les podcasts ils sont sur les plateformes, ils sont là comme libre service et on peut écouter ou ne pas écouter. Et je pense que ce qui est aussi important dans le podcast, c'est le fait qu'à première vue, et je pense pour la majorité des podcasts jusqu'à maintenant, il n'y a pas cette démarche commerciale. Donc c'est vraiment du plaisir qu'on prend parce qu'on veut le prendre et on le prend, on nous offre quelque chose qui nous ressemble, par lequel on se sent touché gratuitement. Et il n'y a pas derrière le côté « Ah, tiens, il faut acheter ça » derrière. Ou « Ah, tiens, oui, on va vous proposer ça derrière. » Ça libère déjà l'esprit. Ouais. Alors, on a d'autres questions, des tonnes de questions, en fait, je ne les vois pas toutes ici. Pourquoi est-ce que tu travailles seul plutôt qu'en équipe? Ah, bonne question. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que au début, je ne pensais pas me professionnaliser spécialement dans le monde média. C'est passé d'une passion et maintenant, je suis en phase de professionnalisation. D'ailleurs, merci Kinshasa pour le rebranding. Et donc, et parce que ça coûte cher de travailler avec des gens. Ça coûte cher financièrement et ça coûte cher en termes d'énergie. Les gens, au début, ils sont toujours très contents d'être dans une équipe parce qu'ils voient, ils voient la façade, ils voient que tu fais des vidéos, ils voient que tu fais de la radio, mais ils voient pas que derrière, tu as passé une semaine à chercher tes invités, que tu as envoyé 15 mails parce que les invités ne répondent pas, que tu dois appeler, que tu es fatigué parce que ton fils aussi, tu dois faire cela, qu'il y a une vie aussi à côté et qu'il faut tenir le rythme. En fait, le succès, on commence à le voir du bout des doigts après des années et ça, les gens ne comprennent pas. Que derrière, il faut vraiment se donner et je pense que pour un projet, peu importe le projet, quand on s'implique, personne, à moins de trouver des perles rares, ne peut s'impliquer de la même façon que l'initiateur du projet ou le créateur du projet. Ça, effectivement. Là, je travaille seule et quand j'aurai les moyens, je paierai grassement des gens pour pouvoir leur donner des ordres
pour qu'il puisse faire correctement ce que je veux qu'il fasse. Bah oui, parce que quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, ben on ne peut pas exiger des gens qui soient impeccables, quoi. Tout à fait. Et tu préfères pas travailler avec des gens, même s'ils sont pas aussi impeccables que toi, mais histoire d'avoir plus de choses faites, pas extrêmement bien, mais juste faites. Non, non, pas du tout. Ok, good. Non, non, il faut le supporter, hein, et c'est pas toujours facile. Donc, ça brise les relations, quoi. Ça brise les relations humaines. Donc, ah oui, non, si vous vous connaissiez avant, oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Il y a ici une réflexion plus qu'autre chose de Candy qui nous dit que c'est extrêmement limité ici, donc je suppose qu'elle parle de soit la Belgique, soit du Congo, RDC, alors que le marketing de contenu est beaucoup plus percutant que n'importe quel autre marketing, d'après ce qu'elle dit, ce qui explique que le podcast fasse partie des meilleurs outils en fait pour un business, pour se profiler comme un expert. Bon, là c'est moi qui rajoute, mais c'est définitivement ce qu'elle semble vouloir dire. Donc comment quantifier le retour sur investissement lorsqu'on décide de faire un podcast? Quelles sont les métriques, ou je ne sais pas comment on dit, quelles sont les KPI, les métriques qui sont importantes à regarder pour savoir si on continue sur cette direction ou si on bifurque? Alors, les métriques sont encore un peu floues, en tout cas pour moi personnellement, mais je dirais que c'est comme pour toute campagne, pour tout projet marketing, bah, il faut voir déjà l'énergie qu'on met à faire ce podcast, parce que ça nous prend des mois pour ne pas avoir d'audience, ça vaut pas la peine. Mais une fois le podcast posté, voir déjà ce qu'on met en termes de finances pour le promouvoir, le diffuser. Si on garde juste une plateforme, si on le diffuse sur toutes les plateformes, faire la somme des vues et puis voir sur cette période-là en fait les retours qu'on a. Donc les retours des personnes qui ont écouté ou même les retours en nombre de croissance de notoriété sur nos différents réseaux, etc. Pour moi, c'est les premiers indicateurs qu'on peut voir et après, il faut continuer le travail avec cette audience qui augmente et la convertir en client, mais ça, c'est encore une autre étape. Donc des indicateurs, ouais, le nombre de... l'impact, la corrélation entre les écoutes et l'augmentation de l'audience visible, donc en termes de likes, de partages, de followers sur les réseaux. Je pense que c'est ça, le premier indicateur. Et puis après, voir comment on transforme ces gens qui nous font confiance en clients. Ok. Alors très très concrètement maintenant, puisqu'il nous reste plus énormément de temps, comment fait une personne qui est convaincue par ce que tu dis, qui a compris enfin l'intérêt du podcast et qui décide, ok, je vais me lancer. Disons qu'elle a une journée devant elle ou une demi-journée devant elle pour se lancer et qu'elle a $50. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, quels éléments elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? De A à Z ou juste techniquement en termes de... On va dire de A à Z parce que comme ça on aura plus d'infos, mais voilà. Ouais. Alors, de A à Z, choisir un sujet, soit qui la passionne, c'est de faire un podcast de genre personnel, soit qui a un lien avec son activité, donc soit les cheveux. J'ai vu Little Mimi aussi, donc la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça, c'est le point de base, choisir un sujet cohérent et pertinent. Ensuite, si on le fait seul, eh bien, se demander quel ton on va prendre, si on veut être très formel, corporate, si on veut être dans l'humour, si on veut être dans le côté très sobre, bobo, prout, ou voilà, ou si on veut partir dans tous les sens, feu de joie, etc. Trouver des invités si possible, parce que les invités parlent aussi du podcast à leur entourage qui en parle, et donc ça fait un travail de réseau un peu plus rapide. Prendre un téléphone. Franchement, les téléphones maintenant, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un Zoom, qui est un peu plus technique d'utilisation. Un bon smartphone, il y a des applications d'enregistrement dans tous les smartphones maintenant. Se mettre dans un endroit
calme et au préalable avoir écrit son texte, évidemment. Ça, c'est important pour ne pas bafouiller, bégayer et voir si le fil conducteur, en fait, il suit ce qu'on veut comme rendu ou comme chute à la fin. Une fois qu'on a son audio, on l'extrait du smartphone. Il y a la plateforme Audacity, qui est une plateforme libre de droit, qui se télécharge sur Mac, voilà, donc parfait, qui est très facile à utiliser. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise. On met le son dessus, on coupe là où il faut couper, parce que les blancs, etc., on supprime, surtout les blancs. Et puis, on peut rajouter un tapis sonore. Donc, on choisit sa musique en fonction du ton qu'on veut utiliser. Donc, une petite intro, un outro, entre les deux, le contenu, un peu de musique, mais pas trop fort. Et parfois même, c'est mieux de mettre la musique entre deux transitions, quand on change de sujet, ou quand on va aborder un autre pan du podcast. Et puis voilà, on télécharge le fichier MP3 et on va sur une plateforme de téléchargement. Donc il y a Mixcloud qui est une plateforme aussi, libre de droit, où c'est gratuit, on peut mettre ses podcasts dessus. Après, on ne peut pas partager le podcast sur d'autres plateformes via Mixcloud, parce que justement, c'est libre de droit. Mais il y a Buzzsprout, que j'utilise maintenant depuis quelques semaines, quand j'ai lancé mon podcast, qui est très pratique, qui permet un certain nombre d'heures de téléchargement. Et puis, quand on veut dépasser, on a un petit montant à payer, je pense qu'il est de 5 € au début par mois, si on n'a pas trop de moyens. Donc, ça fait moins de 50 €. Et vraiment, en une après-midi, on peut le faire. Ok. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un podcast qui réussit et un podcast qui rate? Parce qu'une fois qu'on a fait ça l'après-midi, est-ce qu'on peut se dire, ok, ça y est, ça va tout péter, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon podcast et un podcast de merde, il faut le dire? Ce qui fait la différence, je pense, c'est sur la durée. Donc, encore une fois, si on est cohérent, donc si on a choisi une ligne éditoriale, on la respecte. On ne peut pas un jour parler, partager ses états d'âme, et puis la fois d'après, comme on disait, parler des nuages dans le ciel, de leur forme, de la pluie qui porte. Non, parce que l'audience va être perturbée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, garder le même ton. Si on veut un ton comme ça, on garde un ton comme ça. Si on veut un ton comme ça, on garde le ton comme ça, toujours pour ne pas perturber l'audience. Le son, ne pas avoir de bruit parasite. Donc, tout ce qui est applaudissements à 20h, ambulance, les gens qui crient, voilà, on évite. Et alors, la promotion. Parce qu'évidemment, on ne fait pas un podcast pour soi, on fait un podcast pour trouver des gens qui vont un écho, qui vont s'y retrouver, qui vont le comprendre, qui vont se sentir compris. Et donc, on le diffuse. Et ces gens le diffusent aussi s'ils ne le veulent pas. Si on le garde pour ça, franchement, c'est du temps perdu. Hein. Autant écrire un journal intime. Donc voilà. Ok. Alors, c'est vrai qu'on ne t'a pas encore demandé, mais donc on voit que la diaspora chuchote a énormément de succès sur Facebook, énormément de followers, des milliers de personnes qui suivent, des milliers de personnes qui, je présume, t'écoutent. Quelles ont été les étapes les plus difficiles ou les plus douloureuses que tu as dû surmonter pour en arriver là où tu en es? Alors, les plus douloureuses. Une séparation. Mais une vraie séparation. Donc, pour dire le moins, un divorce. Pas lié spécifiquement à ça, mais lié aux activités en général. Qu'est-ce qui est douloureux aussi, c'est au début quand on donne tellement d'énergie et qu'on ne gagne pas d'argent et qu'on a l'impression que son travail n'est pas reconnu et pas légitime non plus. Parce que c'est dur, hein. Comme le disait Sarah, c'est dur d'être une femme noire et de se sentir légitime dans ce qu'on fait. Hein. Quoi qu'on fasse, hein. Je pense même pas que ce soit pour les médias, mais quoi qu'on fasse, on a toujours du mal à se sentir légitime. Ouais. Syndrome de l'imposteur. Et qu'est-ce qui a été dur encore? Mais oui, de temps en temps, des petits moments de down comme ça, on se dit est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que je pourrais pas vivre une autre vie plus facile, moins fatigante? Et puis après, il y a toujours des bonnes raisons de se relever, de continuer et de se dire qu'en fait, oui, on peut pas faire autre chose. En fait. Ouais. Et
Et est-ce que tu as déjà des techniques que tu as développées peut-être pour pour passer outre ces moments de relâchement et cette solitude finalement oui, non, c'est vrai, quand on a un projet tel que celui-là, est-ce qu'il y a des techniques pour s'aider? Ben oui, après bon, pour moi, ça meilleure technique, je pleure. Ah, c'est une technique comme une autre. Je m'apitoie, je dis c'est injuste, pourquoi? Et en fait, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien parce qu'après, je me sens un peu vidée, nettoyée, fatiguée aussi. Et après, je me dis, mais bon, à Chaïso quand même, et après, je recommence. Simplement, se remettre en selle, quoi. Ouais, mais des fois, ça fait du bien juste de ne pas garder la pression ou l'amertume ou parfois même l'aigreur qu'on peut avoir quand on ne sait pas exactement à ce qu'on veut quand on veut. Eh bien, oui, pleurer, franchement, et détester la terre entière, c'est très efficace. Et après, ben, on repart. Ok. Ouais. Voilà, ça sort comme ça sort. Allez. Donc, ça marche, quoi. Ah, oui, ça peut marcher, ça peut marcher. Ouais. Je pense Alors, pas d'aller chez un psy, mais bon, voilà. on a d'autres. Enfin, il faut pas rire, hein, c'est suffisamment important, il faut pas rire. On a d'autres questions ici. Est-ce que les interviews sont faites en présentiel ou à distance? Et comment faire pour garantir la qualité de l'audio? En particulier lorsque il s'agit d'appels téléphoniques, donc que l'interview se passe via un appel téléphonique. Eh bien, moi, je ne conseille pas l'appel téléphonique et je l'ai découvert là récemment, je conseille WhatsApp. Comme je disais, on a tous des smartphones ou presque et tout est super bien fait. Ce que je fais, c'est que je pose les questions, donc toujours sur WhatsApp, je mets ma liste de questions et la personne, elle peut être au bout du monde, elle reçoit les questions et elle fait un audio par réponse. Et en général, les audios WhatsApp sont très nets, très bien. Avec Audacity, on peut régler le son aussi. On peut parfois même retirer le bruit, mais bon, ça, il faut être un peu plus technique. Et souvent, c'est pas nécessaire. Si on précise qu'elle est dans une pièce bien insonorisée, qu'elle ne doit pas parler trop vite, pas trop loin, pas trop près de son téléphone, eh bien, c'est parfait. On extrait le son, puisqu'on peut avoir WhatsApp sur son PC ou son laptop ou son desk ou quoi que ce soit. On l'extrait, on le transforme en MP3 parce qu'il ne le met pas directement en MP3. Et puis on l'exporte sur Audacity et on a tous ces sons et il n'y a plus qu'à travailler dessus, quoi. Et ok, donc il faut super bon, ouais. Ok, il faut quand même un ordinateur pour faire un podcast, oui. Ou bien il est possible de... Non, il faut un ordinateur quand même pour faire un bon montage. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Oui. Faut le préciser parce que en RDC et ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des merveilles en ligne simplement avec leur téléphone sans avoir d'ordinateur. Et là, il faut quand même préciser qu'il y a un certain montage. Quand on veut que quelque chose ait l'air de professionnel, je suppose qu'il faut un peu plus. S'ils sont en présentiel, eh ben, ils peuvent juste se mettre à 3 ou 4 autour du smartphone et ils parlent. Mais ça ne sera pas d'accord. Pareil. Non, effectivement. Ouais. Ok. Et quelle est la durée idéale d'un podcast? Eh bien, je pense que ça serait entre 13 et 15 minutes. Parce qu'au-delà de ça, l'attention, elle part comme en radio. On dit souvent qu'il faut 20 minutes de parole et puis une pause musicale, 20 minutes de parole et une pause musicale. Et je pense qu'en podcast aussi, parce on n'écoute jamais un podcast, là on s'assied, et puis on écoute un podcast, non. On l'écoute dans la voiture, ou même en lisant un livre, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine. Et il faut que les temps soient assez courts, déjà pour avoir un goût de trop peu et pas se lasser. Et parce que l'émission ne dure jamais, quoi. Ça, c'est le monde actuel. Donc, 13-15 minutes, c'est bien. Pour avoir une histoire complète et puis passer à autre chose. Et nous, on a tout faux à In Clients We Trust. On fait des heures. Au début, on a dû refaire le live parce que Instagram nous a coupé parce que 1 heure c'est trop, etc., etc. Donc, comment? C'est pas pareil. Ah bon, en quoi? Là, il y a le visuel avec et les gens interagissent. Ok. Donc, le temps, il passe pas de la même façon. Ok, d'accord. Ok, alors d'accord, on accepte. Et quels sont, puisque je pense que tu as suivi quelques épisodes de In Clients We Trust, si pas tous, mais en tout cas une bonne partie, quelle serait ta critique? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer In Clients We Trust dans les prochaines saisons? Waouh.
Eh bien, moi, je pense pas qu'il y ait forcément quelque chose à améliorer parce que j'ai découvert le concept et j'étais super contente. En fait, de voir les gens que je suis s'exprimer et nous donner en fait leur positionnement et leur réalité déjà au pays. Si je pouvais suggérer, peut-être plus sur Facebook, mais c'est vrai qu'Instagram, maintenant, c'est plus tendance et les gens sont plus réactifs. Mais j'ai l'impression que sur Facebook, ça va toujours. L'audience est toujours plus grande. Après, c'est juste mon avis. Mais sinon, pour le concept, le format, c'est top, quoi. Ok. Bon, ben. Permettre aux gens de s'exprimer comme ça. Et puis, il y a le côté très entrepreneurial, corporé. Donc, ça légitime aussi ce qu'on fait ici, clairement. Ouais. Donc, Eh bien, merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux de manière concomitante à nous suivre en direct. Nous, on sait que la plupart d'entre vous nous suivent juste après le direct parce que la journée est finie, parce que les enfants sont au lit, parce que machin, parce que ceci. Donc, on remercie en particulier ceux qui ont été avec nous en direct. À mon avis, tu y es pour quelque chose, hein, à Chaïso. Mais on voit beaucoup de cœurs là qui sont en train de sortir. De sortir des commentaires, mais nous aussi. Vraiment, plaisir partagé. J'espère que vous aurez appris quelque chose de tous ces épisodes de In Clients We Trust. J'espère que vous aurez appris en particulier plein de choses de cet épisode-ci. En tout cas, nous, on en a appris. Je ne sais pas si on va pouvoir lancer tout de suite un podcast parce qu'on est épuisé sur les rotules de l'avoir fait pour la première fois. Mais enfin, c'était un vidéocast, là. C'était pas un podcast, hein, c'est ça. En général, on demande à l'invité, on propose à l'invité de poser une question à l'invité suivant. Là, il n'y a pas d'invité suivant. Donc, est-ce que tu as envie de nous poser, à nous, Pinchasa, une partie de l'équipe est là avec moi, et ceux qui nous suivent dans les commentaires peuvent répondre. Est-ce que tu as une question que tu voudrais poser à Pinchasa? Oui. Ok. Alors, je suppose que vous allez bientôt faire un podcast. On l'espère, si on peut trouver les compétences et le temps. D'accord. Alors, on est en train de lancer un nouveau produit, donc quel serait le nom que vous donneriez à ce podcast? Eh bien, on ne sait pas. On a envie de voir dans quelle mesure on va continuer à surfer sur ce qui s'est révélé comme étant partie de notre ADN. Donc, on a In Pins We Trust et toutes les stratégies que nos clients appliquent ou qu'on leur conseille avec les pins. In Gift We Trust, parce que Pinchasa est essentiellement basé sur la logique de l'empathie dans le marketing, de l'empathie dans la vente, qui vend 30 milliards de fois plus, et on en est le témoin tous les jours, que quoi que ce soit d'autre. Et donc le cadeau est l'un des outils le plus puissants en fait dans le marketing, avec le podcast sans doute. Et donc, tout à fait. On a vraiment hâte que les émissions radio reprennent pour revoir plus de photos avec les pins, la diaspora chuchote. Mais donc, In Pins We Trust, c'est notre ADN depuis 2018 qu'on est né. In Gift We Trust, depuis 2019 qu'on a étendu notre gamme aux cadeaux. In Clients We Trust, c'était vraiment typiquement pour le moment du Covid, et probablement que tous ceux en quoi on croit, on va essayer de leur donner plus de visibilité, et donc ça ressemblera peut-être à quelque chose comme ça, mais je ne sais pas, il faudra qu'on en discute. Et sous question, accepteriez-vous d'être dans mon prochain podcast aussi? Ah ben oui, mais l'acceptation elle est d'office, en plus. Donc, ce que j'adore, elle est d'office. Je ne sais pas de quoi on parlerait. J'espère être à la hauteur de cela. Je ne sais pas si c'est moi que tu souhaites entendre en tant que CEO et cofondatrice de Pinchasa, ou membre de... Ok, alors dans ce cas, oui. Et sinon, en dehors de ça, ben oui, évidemment. Et on fait pas beaucoup de publicité, on nous interviewe pas beaucoup. Parce qu'en fait, à Kinshasa, la publicité, c'est payant. C'est-à-dire que tu vas juste chez un journaliste et tu lui achètes un article. Donc, on a un peu du mal avec ce modèle économique-là. On préfère payer de la publicité dont on contrôle les retombées un peu plus. Donc, c'est vrai qu'on nous interviewe beaucoup moins sur la scène africaine. Et donc, on sera ravis, évidemment, de venir présenter nos nouveaux produits. Super, avec grand plaisir, en tout cas, avec grand plaisir. Et juste, je voulais saluer
Priska du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur, Sarah aussi que j'ai vu Capatou, j'ai été chercher mon masque hier, merci Capatou, et toutes les personnes qui donnent beaucoup de force comme ça en aparté justement. Ah, aparté, le nom du podcast, n'est-ce pas? Eh bien, on a hâte de voir la suite. En tout cas, la Diaspora Chuchote nous impressionne beaucoup dans ce qu'elle parvient à faire dans l'environnement communautaire africain belge. Et donc, on a vraiment hâte, lorsqu'on fera peut-être un podcast, de te recevoir. Et là, tu pourras nous donner des conseils aussi sur le podcast qu'on aura, et des critiques sur le podcast qu'on aura essayé de mettre en place comme on peut. Ça va? Avec grand plaisir. Nickel. Bon, ben maintenant, je crois que Instagram va couper si on ne s'arrête pas. Donc, ciao, ciao. Et à la prochaine à Chaiso. Au revoir à tous.